Bonjour à tous. S'il existe une cité légendaire qui a fait fantasmer pas mal de monde, c'est bien l'Atlantide. Non, c'est Eldorado. Mais non, c'est Xanadu. Non. Essaye encore. Châteauroux. What? Camelot. Toujours pas. Ankh-Morpork. Ouais. Non. Je voulais parler d'une légende où des rois ont volé au secours de la plus belle femme du monde, où un cheval a offert la victoire après des années de siège, où des dieux ont joué avec le destin des hommes. Je veux bien sûr parler de Troie. Tu veux dire Troie dans l'aube? Commençons par le commencement et voyons d'où vient cette légende. Les œuvres les plus célèbres citant l'histoire de Troie restent évidemment l'Iliade et l'Odyssée, écrits supposément par le poète Homère au 8e siècle avant notre ère. Mais d'autres auteurs, comme Stasinos ou Aquinos de Millet, sont aussi supposés avoir écrit des poèmes à ce sujet. Et oui, on commence déjà par des suppositions, car tous ces auteurs ne sont cités que quelques siècles plus tard, rendant leur existence incertaine, pour ne pas dire mythique. Troie est aussi le cadre de l'Énéide, épopée latine écrite par Virgile à la fin du 1er siècle avant notre ère, qui narre les aventures d'Énée, combattant troyen, fils de la déesse Aphrodite et ancêtre mythique du peuple romain. La légende d'Énée est entaillée au texte de Virgile. Jules César lui-même prétendra être un descendant direct de son fils Ioule, et donc un descendant de Vénus. C'est dire l'importance de cette ville dans le monde antique. Nommé aussi Ilos, du nom de son fondateur mythique, fils de Tros et petit-fils de Dardanos, qui donna son nom au détroit des Dardanelles, elle est le siège de deux guerres. La première est due à Héraclès, qui brûle la ville pour ne pas avoir été récompensé après l'avoir protégé d'un monstre. Monstre lui-même envoyé par Poséidon et Apollon pour ne pas avoir été remercié lors de la construction d'une muraille. Vous voyez déjà un peu la réputation des Troyens selon la légende? La seconde, racontée par Homère, est un siège de 10 ans tenu par les rois grecs. Agamemnon, Ulysse, Achille, les deux Ajax et d'autres partent délivrer Hélène, femme du roi Ménélas et plus belle femme du monde, enlevée par Paris, fils du roi de Troie Priam. Pour finir cette guerre, les Grecs offrent un cheval de bois aux Troyens qui le font entrer dans la ville. Cachés dans le cheval, les Grecs sortent la nuit, massacrent les habitants et brûlent la ville jusqu'aux fondations. Cette légende troyenne est l'une des plus importantes connues du monde gréco-romain. Selon des auteurs comme Ératosthène, la guerre a lieu quelque part entre 1185 et 1135 avant notre ère. Mais à la chute de l'Empire romain d'Occident, les textes et la légende tombent peu à peu dans l'oubli. À partir de la Renaissance, on redécouvre la littérature antique et on commence également à rassembler des collections d'artefacts anciens dans des cabinets de curiosités. Ces antiquaires, comme on les appelle, sont souvent des aristocrates effectuant le grand tour, un voyage de découverte à travers l'Europe. La découverte de Pompéi au milieu du XVIIIe siècle va relancer la quête de sites antiques enfouis. En 1776, Choiseul-Gouffier analyse l'Iliade et suggère le hameau turc de Bunarbashi comme emplacement de Troie. En 1801, les Britanniques Clark et Cripps analysent également le texte et situent plutôt la cité sur la colline d'Issarlik. En 1847, Thomas Burgon étudie des fragments de céramique trouvés sur place et Charles Newton trouve des ressemblances avec des céramiques égyptiennes du XIVe siècle avant notre ère. En 1865, Frank Calvert fouille la colline et démontre qu'elle est formée de décombres et ruines enterrées. Cette découverte renforce fortement l'hypothèse de la présence d'une cité antique à cet endroit, et il passe 60 ans de sa vie dans la région, devenant une sommité sur le sujet. Et si vous pensez que partir d'un a priori pour analyser une découverte est la pire chose à faire, vous avez parfaitement raison. Mais c'était une méthode comme une autre à l'époque. Par exemple, à la fin du 19e siècle, si vous découvriez un oppidum en France, c'était forcément Alésia. Ah ouais, sauf que ça continue aussi en ce début de 21e siècle. Bref, revenons à Troie et à son découvreur assez singulier. Heinrich Schliemann est un homme d'affaires allemand né en 1822. Doué pour les langues étrangères, il travaille pour plusieurs sociétés d'import-export avant de partir en Californie en 1851. Il y tient une banque et propose des prêts à 12% sur 6 mois à des mineurs de la ruée vers l'or. Lorsque la Californie devient le 39e État, il acquiert la nationalité américaine, mais il est déjà parti vers d'autres projets, comme la fourniture d'armes au gouvernement russe sous embargo durant la guerre de Crimée. Devenu très riche, il se retire des affaires et entame des études en lettres anciennes, sa passion de jeunesse. Et pour vivre sa nouvelle passion à fond, il divorce et part en Grèce épouser une jeune femme de 17 ans après avoir publié une annonce dans un journal, et réaliser son rêve d'enfance, découvrir Troie. Il explore Ithaque et publie une thèse en grec ancien appuyant l'hypothèse d'Issarlik comme emplacement de Troie, ce qui lui vaudra son doctorat. En 1870, avec le soutien de Calvert, il entame des fouilles sur la parcelle de ce dernier, et il y va à la dynamite.
Il se calme un peu mais continue de creuser droit vers le bas. Avec 150 hommes, il déblaye 250 000 mètres cubes de terre, évacués grâce à une voie de chemin de fer construite pour l'occasion. Il découvre une première citadelle, puis une série de plusieurs installations successives datant de l'âge de bronze à l'époque romaine. Il est persuadé que la ville la plus profonde est la mythique Troie, mais il s'avère que la cité est un peu trop petite à son goût et se replie sur la citadelle de Troie II, vestige d'une ville détruite par un incendie situé juste au-dessus. Malgré sa participation et son travail précurseur, le nom de Calvert est rapidement oublié et Schliemann devient le découvreur de la cité mythique de Troie. Enfin, beaucoup de journaux restent dubitatifs, surtout en France. Il faut dire qu'à l'époque, il y a une forte concurrence entre Français, Allemands, Anglais et Américains dans la recherche archéologique. À qui découvrira le plus gros trésor ou le site le plus célèbre? Aidé par Wilhelm Dörpfeld, Emil Louis Bernhoft et un architecte, Hoffler, il déterre environ 2000 artefacts, mais ne parvient pas à avertir les sceptiques. Lors d'une nouvelle campagne en 1873, il réalise 2 larges tranchées et découvre les vestiges d'un édifice qu'il identifie comme le palais de Priam. Quelques semaines plus tard, il trouve un récipient en cuivre fendu recouvrant un tas d'or. Il continue de creuser et met à jour de nouveaux bijoux de métal précieux. Près de 9000 objets, des dagues, des lames de couteau en argent, des bijoux en or, sont sortis un à un et stockés dans sa cabane de chantier. Pour lui, aucun doute n'est permis, il a découvert le légendaire trésor de Priam. Craignant de devoir partager le butin, il tait sa découverte et part avec son trésor pour Athènes. De là, il contacte plusieurs savants pour faire part de sa découverte et fait porter à sa jeune épouse les bijoux qu'il considère avoir appartenu à Hélène pour une photo rendue célèbre. Sauf que les méthodes de Schliemann commencent légèrement à irriter du monde, notamment le gouvernement turc qui l'accuse de vol. Il joue alors de ses relations afin d'échapper au procès. Entre-temps, il conduit les premières fouilles à Mycène et dans d'autres cités grecques. Toujours mené par ses lectures homériques, il y découvre le masque d'or d'Agamemnon et la coupe de Nestor. Le reste du trésor de Priam est d'abord proposé au Louvre, qui le refuse, puis au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Il finit par en faire don au musée archéologique de Berlin, avant que l'armée rouge ne le confisque en 1945. Perdu, le trésor fut redécouvert après la chute de l'URSS en 1993 dans les réserves du musée Pouchkine. Déjà à l'époque, la technique de Schliemann est pointée du doigt. On lui reproche sa manière de gros bourrin et sa façon de prendre ses désirs pour des réalités. Déjà, Calvert avait relevé en 1872 que des poteries trouvées au niveau de Troie-2 étaient des centaines d'années trop anciennes pour être contemporaines des événements de la guerre de Troie. Mais Schliemann n'en avait strictement rien à secouer. Pour lui, c'était la preuve que c'était la ville d'Homère et rien ne pouvait le faire changer d'avis. Jusqu'en 1889, un an avant sa mort, où il reconnaît avoir légèrement trafiqué les preuves de datation. En 1890, des fragments de poterie mycénienne sont trouvés au niveau de 3-6, sauf que le trésor de Priam est 1000 ans plus ancien. Si Schliemann n'avait pas été aussi omnubilé par la légende, et beaucoup plus professionnel, il aurait compris qu'il avait découvert un trésor inestimable. Non pas la confirmation d'un mythe, mais l'une des collections d'objets précieux la plus grande, la plus travaillée et la plus ancienne trouvée en dehors de l'Égypte et de la Mésopotamie, datant de plus de 2300 ans avant notre ère. Pour ses successeurs, le travail de Schliemann fut un gigantesque gâchis. Les excavations à l'explosif et les tranchées profondes creusées jusqu'au niveau le plus bas ont irrémédiablement fait disparaître des quantités importantes de données archéologiques sur les cités qui se sont succédées. Dörpfeld, ancien assistant de Schliemann, reprend le travail sur le site. Mais il est mieux formé aux techniques modernes, après avoir travaillé à Mycène et sur l'acropole d'Athènes. Il va mettre en place des fouilles stratigraphiques permettant d'établir un premier aperçu sérieux des occupations successives. Il va notamment identifier Troie-6 comme la Troie homérique en se basant sur la présence de poteries mycéniennes à ce niveau. Même s'il est beaucoup plus consciencieux et professionnel, Dörpfeld garde les livres d'Homère comme guide pour ses fouilles. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que les choses sérieuses commencent à Troie. Au milieu des années 30, les Américains mènent plusieurs campagnes de fouilles sous la direction de Carl Blegen. Ils trouvent des traces d'un tremblement de terre ayant détruit Troie-6, invalidant l'hypothèse d'Dörpfeld, alors que la ville suivante, Troie-7a, semble avoir été détruite par un incendie aux alentours du XIIe ou XIIIe siècle avant notre ère, une période compatible avec les écrits antiques. Et si les enthousiastes crient encore à la découverte de la Troie mythique, légendaire et homérique, les archéologues ne s'enflamment pas. De nombreuses incohérences existent avec les textes, à commencer par la taille de la ville. En effet, Troie-7 et ses prédécesseurs ne semblaient guère étendus. Tout au plus, ces installations permettaient de faire vivre 300 habitants, peut-être 10 fois plus en cas de siège. Très loin des 50 000 hommes, femmes et enfants retranchés pendant 10 ans. De plus, la ville est très loin de la plage et ne ressemble pas vraiment à une ville particulièrement prospère. Certains appuient même l'hypothèse que le site était plutôt un bastion de défense à l'entrée des Dardanelles, un corridor commercial important entre la mer Égée et la mer Noire, protégeant la région de la Troade. Le débat se poursuit, mais le site perd de son intérêt archéologique. L'histoire d'Homère est alors considérée comme une synthèse de plusieurs conflits grecs ou une guerre avec l'Égypte.
Les fouilles à Easterly continuent sans découverte majeure jusqu'aux années 90. Manfred Kaufmann, de 1988 à 2005, puis Ernst Pernica depuis, mènent des fouilles et dégagent les premiers niveaux malgré la perte inestimable due au travail de bourrin de Schliemann. Grâce à l'étude moderne d'Isarlik, l'histoire du site est beaucoup mieux connue, et si elle n'a pas la portée d'une légende grecque, elle n'en reste pas moins très intéressante. L'installation la plus ancienne, 3.1, date d'environ 3000 avant notre ère. 3.2, de 2600 à 2250 environ, est une ville plutôt prospère, contrôlant économiquement le détroit des Dardanelles et commerçant avec d'autres cités d'Asie mineure. Les sites de 3.3 à 3.6 sont encore peu connus, les fouilles n'ayant pas encore été menées totalement. Mais celui de 3.7a est le plus intéressant. Fondée aux alentours du XVe siècle avant notre ère, elle semble beaucoup plus étendue que ce que l'on pensait auparavant. Le site étudié par Blegen semble n'être qu'une acropole, située au milieu d'une cité entourée de murs cyclopéens, découverts dans les années 90. Il s'agirait alors d'une des plus grandes cités de la région durant l'âge de bronze, pouvant abriter 5 à 10 000 habitants en temps normal, et pouvant protéger bien plus de personnes en cas de siège. En étudiant les sédiments, on remarque également que la mer était plus proche de la cité qu'aujourd'hui, et des armes et des traces d'incendie datant de 1225 avant notre ère, date de l'abandon de la cité, furent découverts. En d'autres termes, une ville prospère, puissante et étendue, est détruite et incendiée lors d'un conflit armé à une date compatible avec le récit homérique. Pas de quoi conclure à l'authenticité historique, mais suffisant pour penser que l'Iliade ait pu être inspirée par un véritable conflit autour de la cité. Les installations suivantes, nommées 3-7b, sont minimes et indiquent une occupation continue mais faible jusqu'en 950 avant notre ère, avant un abandon de plus de 200 ans. Aux alentours de 700, des colons grecs de l'île de Lesmos fondent une ville sur le site. D'après les bâtiments et les objets trouvés à ce niveau, les archéologues pensent qu'il s'agissait d'un lieu de pèlerinage, voire de tourisme pour les Grecs. La ville reprend de l'importance et Alexandre le Grand la propulse capitale de la région de la Troade en 306. Au 1er siècle avant notre ère, les Romains la renomment Ilion et en font une ville importante. Elle est fréquentée par des voyageurs venant visiter un site identifié comme Troie, d'où serait originaire Énée, l'ancêtre des Romains. Le site est encore fréquenté par les Byzantins mais perd de son importance, avant d'être définitivement abandonné sous le règne des Ottomans aux alentours du XVe siècle. Schliemann avait-il découvert la Troie d'Homère? Pas vraiment. En suivant littéralement un livre écrit il y a des milliers d'années, ces excavations de bourrins ont détruit à jamais un patrimoine important et des données archéologiques précieuses. Mais le travail patient, minutieux et argumenté de ses successeurs ont permis de retracer l'histoire d'une cité importante, ayant probablement inspiré le récit légendaire de la chute de Troie. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à le partager. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Et je vous laisse avec une citation du gros bourrin. Le but habituel de la recherche par fouille m'est totalement étranger. Mon seul et unique but est d'établir un fait historique.